7h, 9h. Votre matinale info, présentée par Nikos Aliagas. Et c'est la revue de presse avec vous, David Abiker. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous et bonjour Céline. Bonjour. Ce matin dans les journaux, on se remet du séisme provoqué par la démission de Nicolas Hulot. L'après Hulot, nouveau casse-tête du gouvernement, titre Le Figaro. Qui pour remplacer Hulot, se demande Ouest France, qui préfère néanmoins consacrer sa une à la rentrée des classes, de même que la Provence, qui vient nous rappeler qu'une des nouveautés de cette rentrée des classes, c'est que la Marseillaise deviendra obligatoire pour les enfants de la patrie qui entrent en CE2. Et puisqu'on parle de cette rentrée des classes, David, il faut s'arrêter sur la rentrée ultra photogénique du ministre de l'Éducation nationale. Emmanuel Macron a perdu Nicolas Hulot, mais il peut compter sur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui présentait hier les nouveautés qui attendent les élèves lundi prochain. Il attaque la rentrée à plein volume, s'enthousiasme Paris Match, qui propose en double page une photo du ministre au lac de Vouglan, dans le Jura, c'était au mois d'août. Le ministre juché sur une planche à voile, le mollet assuré, le pied marin, la casquette fringante. Un ministre véliplanchiste qui doit, dit Paris Match, savoir jouer avec des vents le plus souvent contraires. Le ministre de l'Éducation est également photographié dans l'Obs, le regard déterminé, avançant vers le lecteur, coiffé cette fois d'un petit chapeau qui lui donne de faux airs de Jean Dujardin dans OSS 117 ou de Jacques Tati dans Les Vacances de Monsieur Hulot. Je vais les tweeter ces photos parce qu'elles valent le détour, mais il n'y a pas que la forme du chapeau, il y a aussi le fond, ce qu'il y a dedans. Dans l'Express, le ministre présente son plan pour les professeurs qu'il faut mieux former, mieux accompagner, mieux évaluer et qui résume son ambition par une de ces formules un peu faciles mais pas mal qui jusqu'à présent lui ont réussi. Voilà ce qu'il dit: être le ministre des professeurs, c'est être encore mieux le ministre des élèves. Et l'évaluation est au cœur du projet de Jean-Michel Blanquer. Ça n'est plus un tabou, nous explique le Parisien aujourd'hui en France et les Échos. L'évaluation des élèves sera systématisée en CP, CE1 et 6e, mais la nouveauté, c'est que le ministre veut engager une véritable évaluation des établissements de manière décontractée, dit-il. Décontracté. Quand on dit décontracté, ça veut dire qu'il va y avoir de la contracture aux entournures. Un mot qui ne suffira pas donc pour certains syndicats d'enseignants pour qui existent déjà des outils d'évaluation et qui se méfient quand on leur parle d'évaluation. Mais pour les Échos, le chantier explosif du ministre est décrit dans un courrier adressé au recteur que le quotidien s'est procuré. Le ministère y lance dans une langue de bois redoutable, c'est de la langue d'ébène, de chêne, de contreplaqué, le redoutable chantier de réduction des régions académiques de 17 à 13. Et ça, c'est autrement plus compliqué que d'interdire le portable à l'école ou de rendre obligatoire la Marseillaise. Mais pendant ce temps-là, nous explique l'opinion, les Chinois, eux, ils font entrer les robots et l'intelligence artificielle à l'école avec l'assistant d'éducation autonome Kiko. Alors lui, c'est pratique, il n'y a pas besoin de le payer. Il se forme quasiment tout seul avec l'intelligence artificielle. Ce petit robot est équipé d'une caméra, raconte l'opinion. Il raconte des histoires, il enregistre des vidéos, il propose aux enfants des exercices de logique et symbolise l'ambition chinoise d'être le leader du monde en matière d'intelligence artificielle. Les Gaulois, qui résistent au changement dans l'éducation comme ailleurs, peuvent dormir tranquilles en Chine. Le changement, c'est à marche forcée. Et si précisément les lobbies étaient les freins au changement, David Abiker? Ce sont les freins et ce sont les moteurs du changement en démocratie. Ils sont partout ce matin, les lobbies, et surtout partout dans la presse, à commencer par La Croix et Libération. Libération où Laurent Geoffrin nuance leur rôle et refuse de verser dans le complotisme. Chaque groupe, écrit-il, a le droit de faire valoir ses arguments auprès du pouvoir. Sauf que dans la compétition des influences, les lobbies économiques hostiles à l'écologie ont des moyens bien supérieurs à ceux des ONG ou des syndicats. Et en réalité, ce qui distingue le lobby agricole, chasseur nucléaire ou celui des vendeurs d'alcool, c'est qu'il défend sa cause quand l'ONG ou l'association d'utilité publique milite pour une cause d'intérêt général. Alors c'est le cas du philosophe Alain Finkielkraut dans l'Express ce matin, il est très clair. Finkielkraut, militant inattendu de la cause animale, évoque dans l'hebdomadaire sa détestation de la zootechnie, l'exploitation industrielle des animaux. Il dirige un ouvrage à paraître la semaine prochaine sur la question animale. Alain Finkielkraut qui dit sa tendresse pour les vaches, je le cite, paisible, dit-il, sans malice, parfois d'une gaieté puérile. On croirait de grosses dames qui font semblant d'avoir 14 ans, s'émeut le philosophe qui explique le lien étroit qui existe entre notre humanité et le respect de la cause animale. Finkielkraut, ami des bêtes, appréciera donc
Ce matin, la une de Nord Littoral. Je la cite. Le chien arrive en jet privé, titre le quotidien nordiste. L'animal dont on ignore le petit nom a été pris en charge par un chauffeur qui lui fera traverser la Manche vers l'Angleterre où l'attendront ses maîtres. La raison de ce traitement luxueux, un traitement de milliardaire, c'est le contrôle vétérinaire effectué au départ de la France qui est moins tatillon que celui pratiqué dans les aéroports anglais. Je crois qu'ici, on est à la pointe de la cause animale, Nikos.